Maegovanen Tolkien diri, Imlimbaire Maslin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création de Valinor, c'est-à-dire la nouvelle demeure des Valar, et à la naissance des deux arbres de lumière. On va en profiter pour poser quelques petits éléments de géographie au passage. Vous êtes prêts ? Branchez votre cerveau, on y va. Commençons par un peu de géographie. Comme je vous l'ai expliqué dans un précédent épisode, la Terre au début était plate et imbriquée dans différentes couches d'air. Vista, où nous humains pouvons vivre et respirer, Ilmen, le domaine des étoiles et des astres, et enfin Vayua, aussi appelée Ekaya par les elfes, qui est la grande mer extérieure qui entoure la Terre. Le tout est bordé par les Arambar, les murs du monde. Au-delà de ces murs, c'est Kuma, le vide, d'où viennent justement les Valar et où réside Eru Ilúvatar avec le reste des Ainur. Le nom Ea, que vous entendrez également souvent, signifie univers et comprend donc tout Arda et les Arambar. Dans les écrits de Tolkien, cette représentation du monde s'appelle l'Ambarkanta. Donc les Valar n'avaient plus de terre suite à la destruction de l'île d'Almaren dans la chute des lampes de lumière, et ils commençaient à en avoir vraiment assez de se battre contre Melkor et de voir leurs efforts systématiquement réduits à néant. Ils laissèrent donc Melkor faire sa vie sur les terres du milieu, tandis qu'eux partirent sur les terres situées le plus à l'ouest du monde, qui furent appelées Aman. D'ouest en est, la terre était alors organisée ainsi. Les murailles de la nuit, ou Earambar, qui bordent la grande mer extérieure, Ekaya, puis les terres les plus à l'ouest, Aman, domaine des Valar. À l'est de ce pays s'étend la grande mer de l'ouest, ou Belegaer, puis nous arrivons en terre du milieu, aussi appelée Pelmar ou Endor. Non, pas ça! Cet immense territoire est bordé à l'est par la grande mer de l'Est, qui donne ensuite sur les terres du Soleil, où sont les grandes montagnes du Soleil. Et on retrouve à nouveau les Kaya et les Arambar. Craignant que Melkor ne vienne les attaquer dans leur nouveau refuge, les Valar fortifièrent Aman et édifièrent les plus grandes montagnes qui puissent exister sur toute la bordure est de leur pays, les Pelori. Au nord des Pelori s'étendait la région appelée Araman, qui se poursuivait ensuite par l'Oyomure et enfin par la grande région glacée de l'Elcaraxé, qui à cette époque était le seul passage terrestre entre le royaume des Valar et les terres du milieu. Mémorisez bien cette route, elle sera importante pour la suite de l'histoire. Au sud des Pelori s'étendait la zone appelée Avathar, où se cachaient de sombres secrets. Je vais vous laisser marronner un peu, vous saurez bien assez tôt ce qui se cache là-bas. Et derrière ces murs, les Valar établirent leur demeure dans cette région désormais appelée Valinor. Ils y rassemblèrent une grande réserve de lumière, ainsi que toutes les choses qu'ils avaient pu sauver du désastre qui avait frappé leur première habitation. Et Valinor devint encore plus beau que l'île d'Almaren, car les êtres immortels vivaient là et qu'aucune souillure ne touchait ceux qui y résidaient ou y poussaient. Les Valar prirent alors plaisir à construire leurs différentes demeures, et ce, sous la direction principale d'Aulé, qui était le plus à même de réaliser de tels travaux. Fut d'abord érigée la résidence de Manwë et Varda, qu'ils installèrent tout en haut du plus haut pic des Pelori, appelé le Taniquetil. Leur demeure était ainsi telle une tour de guet au milieu des neiges éternelles. Cette maison était bâtie de marbre bleu et blanc, et la toiture d'un filet de l'air d'Ilmen que Varda parsema d'étoiles. Lorsque Manwë et Varda se tiennent tous deux sur leur trône en haut du Taniquetil, ils peuvent voir et entendre tout ce qui se passe sur les terres à l'est de leur royaume. Au milieu de la plaine qui s'étend au pied des Pelori, ils bâtirent leur grande cité de Valmar, dite aux 1000 clochers. Les toits de cette ville étaient d'or et les ruelles d'argent. Et c'est là qu'Aulé et la plupart des autres Valar construisirent leur demeure. Au nord de Valmar étaient les jardins de Lórien, et ces derniers étaient les plus beaux et les plus reposants qui aient jamais été sur Arda. De nombreux esprits y résidaient et encore plus venaient y trouver le repos. Au sud de Valmar s'étendaient les grandes forêts d'Oromé, où nombre d'arbres, de plantes et d'animaux vivaient pour le plus grand plaisir de tous les Valar. À l'ouest des forêts d'Oromé s'étendaient les jardins de Yavanna, où toutes les graines qu'elle avait inventées pouvaient pousser en toute tranquillité. Au-dessus de son royaume, à l'extrême ouest du pays d'Aman, était la demeure de Nienna, où cette dernière pleurait les malheurs d'Arda. Et au nord-ouest étaient les palais de Mandos, réservés à accueillir les âmes des défunts.
Ulmo, quant à lui, ne possédait pas de demeure en Valinor et préférait vivre dans les profondeurs de la Grande Mer extérieure. Il ne venait ainsi que rarement dans le pays d'Aman, et seulement pour débattre avec ses pairs de sujets importants. Ses travaux prirent de nombreuses années, et tandis qu'Aolé était occupé à fabriquer les baraques de tout le monde, Yavanna se rendit sur un grand tertre vert situé à l'ouest des portes de Valmar, appelé Ezelohar. Elle bénit cet endroit et chanta longtemps, mettant dans cette musique des pensées sur les choses qui poussent. Enyena s'y rendit également et pleura sur cette terre. Les Valar se réunirent alors dans ce qu'ils appelèrent plus tard l'Anneau du Destin, ou Mahanaxar, lieu où ils prirent ensuite toutes leurs décisions et tinrent tous leurs conseils, pour écouter le chant de Yavanna. De vrais fonctionnaires, 2 qui bossent et 12 qui regardent. Puis soudain, 2 pousses jaillirent au sommet du tertre, et un silence total suffit sur la terre, hormis le chant de Yavanna. Et devant les yeux des Valar, ces 2 pousses grandirent et devinrent des arbres majestueux. Le premier fut appelé Telperion. Il avait des feuilles vert foncé dont le revers était argenté, et de ses fleurs, une rosée de lumière argentée s'écoulait. Il fut le premier à fleurir et à répandre sa lumière en Valinor. Cette heure fut appelée l'heure inaugurale. 6 heures plus tard, alors que la lumière de Telperion s'estompait, le deuxième arbre, appelé Lorelin, fleurit à son tour. Il avait des feuilles plus claires, dont les contours brillaient d'une couleur dorée, et ses branches portaient des grappes de fleurs qui flamboyaient et déversaient une pluie d'or. Les 2 lumières se mélangèrent pendant 1 heure avant que Telperion ne s'éteigne et que Lorelin ne révèle tout son éclat. C'est à ce moment-là que les Valar commencèrent le décompte du temps qui passe. Et je consacrerai une vidéo sur la question du décompte du temps pour bien vous expliquer tout ça. Ainsi, Valinor était constamment baigné de lumière, tantôt par la douce lumière argentée de Telperion, tantôt par le flamboiement éclatant de Lorelin. 2 fois par jour, une lumière plus douce illuminait Valinor à l'heure où l'un s'éteignait, tandis que l'autre s'éveillait. La rosée des 2 arbres était rassemblée par Varda dans des cuves, aussi grandes que des lacs, qui répandaient la lumière bénie des 2 arbres dans tout le Valinor. Cette période marqua le début des jours de félicité de Valinor, et la naissance des arbres marque le début de l'âge des arbres. Valinor était si beau que la plupart des Valar ne regardèrent plus ce qui se passait au-delà des Pelori, où seule la lumière des étoiles brillait. Mais certains gardaient les terres extérieures à l'esprit. Manwë, du haut du Taniquetil, envoyait des maillards à son service sous forme d'aigle pour surveiller les agissements de Melkor. Ah, on va enfin savoir pourquoi les aigles n'ont pas emmené l'anneau au Mordor. Non, c'est pas les mêmes. On reviendra en détail sur les aigles plus tard. Leurs yeux pouvaient percer les profondeurs marines et les cavernes secrètes, et ils informaient ainsi Manwë de tout ce qui se passait en Terre du Milieu. Yavanna n'avait pas abandonné toutes les choses qu'elle avait inventées pour la Terre du Milieu, et se rendait souvent à l'Est pour soigner ce qui était et protéger ce qui n'avait pas encore pu naître, en les plongeant dans un profond sommeil. Lorsqu'elle revenait de ses excursions, elle essayait toujours de motiver les autres Valar à retourner combattre Melkor, mais en vain. Oromé, quant à lui, aimait aller chasser les créatures maléfiques et parcourait les terres du milieu dans ce but, terrifiant tous les serviteurs de Melkor sur son passage. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires ou à me faire part de vos questions sur cet univers. On se retrouve très vite pour poursuivre notre voyage en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Dili.